Vidéo de présentation de l'article scientifique en vue de l'obtention du diplôme de DO à l'International Academy of Osteopathy. Tentative d'objectivation de l'efficacité de la décompression neurovertébrale manuelle par le test de l'ASEG. Présenté par Rousseau-Robin, encadré par Lewillion David, année académique 2015-2016. Les maux de dos touchent des millions de personnes en Europe et l'on estime que 80% de la population sera amenée à souffrir d'un mal de dos au cours de leur vie. Motif de consultation médicale le plus courant, il représente une cause importante d'incapacité. Les maux de dos reprennent plusieurs pathologies ou signes cliniques comme la sciatalgie, l'hernie discale, les blocages ou les lumbagos. L'ostéopathe est souvent repris comme le thérapeute de choix pour les patients souffrant du dos. La décompression neurovertébrale est quant à elle de plus en plus citée comme une réponse éventuelle aux problèmes d'origine discale. L'ostéopathe a à sa disposition un arsenal thérapeutique reprenant un ensemble de techniques adaptées à sa pratique professionnelle, notamment les manipulations ou techniques manipulatives, les mobilisations, les techniques myotensives, crânio-sacrées et autres. La question se pose alors, est-ce que la décompression neurovertébrale fonctionne et ne serait-elle pas un outil utile pour l'ostéopathe? La médecine ostéopathique est un concept thérapeutique qui se pratique en suivant certaines règles élémentaires définies par Andrew Taylor Still, son fondateur. L'une de ces règles définit notamment que la structure domine la fonction, une autre importante, la règle de l'artère qui définit que celle-ci est suprême. Cela signifie que pour bien fonctionner, le corps et chacune de ces structures doivent être bien nourris et bien nettoyés. Les liquides du corps tels que le sang artériel ou veineux, la lymphe ou le liquide céphalorachidien doivent pouvoir circuler librement pour assurer un fonctionnement optimal du système. La structure directement concernée par ce travail est le disque intervertébral. Situé entre deux corps vertébraux, il est composé de l'annulus fibrosus, ensemble d'anneaux fibrocartilagineux, avec en son milieu le nucleus pulposus, structure viscoélastique plutôt gélatineuse. Le disque n'est que très faiblement vascularisé. C'est donc un autre phénomène qui se charge de sa nutrition par un jeu de pression, la déshydratation et l'hydratation discale. Lors des phases de charge, telles que la posture debout ou assise, et lors des pores de charge, les vertèbres sous-jacentes exercent une pression qui se répercute sur le disque. Afin d'égaliser les pressions extrinsèques subies avec les pressions osmotiques intrinsèques, les liquides contenus au sein du disque vont migrer vers les corps vertébraux en traversant les cartilages hyalins poreux des plateaux vertébraux, entraînant un phénomène de déshydratation progressive, diminuant de ce fait la hauteur du disque. En position allongée ou en apesanteur, la colonne se retrouve en décharge. Les propriétés hautement hydrophiles du nucleus pulposus et de l'annulus fibrosus vont engendrer des pressions osmotiques qui vont aspirer les liquides des corps vertébraux vers le centre du disque. Cette migration de liquide vers le disque amenant un phénomène de réhydratation progressive, améliorant également la hauteur discale. Les pathologies du disque intervertébral ou discopathie se présentent généralement sur un disque déjà pathologiquement déshydraté par un déséquilibre entre les phases de charge déshydratante et les phases de décharge hydratante. Affaibli par un manque nutritif, l'anneau fibreux va se fissurer et se déchirer lors d'efforts en contrainte. Les déchirures s'aggravent progressivement, permettant à la matrice gélatineuse du noyau de s'y infiltrer. Ces infiltrats, quand ils s'approchent du bord externe du disque, vont le déformer, induisant un bombement discal, ou le déchirer et provoquer une sortie de la matrice du noyau communément appelée protrusion ou hernie discale. Cette déformation pouvant exercer une pression directe ou indirecte sur les structures nerveuses et racines nerveuses environnantes. Le principe de la décompression neurovertébrale est d'exercer une distraction axiale sur la colonne. Cette distraction doit créer une décompression discale, c'est-à-dire une pression négative au sein du disque.
Cette dépression s'exerçant de l'extérieur vers le centre du disque doit agir comme un rappel sur la matrice gélatineuse, amenant une réduction relative du bombement ou de l'hernie discale. Par le même biais, cette pression doit agir identiquement sur les liquides nourriciers, engendrant une hyperhydratation discale si elle est maintenue suffisamment longtemps. Il existe plusieurs moyens de faire de la décompression discale, notamment via des machines fort coûteuses, avec la méthode de Cox en chiropraxie, ou encore via des tables d'inversion, des tendeurs d'Ohm et autres. Il existe également différentes techniques sans appareillage spécifique, comme les exercices en hyperlordose de Mackenzie, des manœuvres manuelles comme celles en limbarol, ou encore la technique de décompression à plat. C'est précisément cette manœuvre qui est testée ici. Facile d'utilisation, dans une position confortable pour le patient, elle est douce et semble appropriée au plus grand nombre de personnes. Le test de Lassègue est utilisé pour mettre en évidence une irritation de la racine des nerfs de la jambe. Il s'agit d'effectuer une élévation passive de la jambe tendue du patient en décubitus dorsal. Si celle-ci fait apparaître une douleur sciatalgique ou lombaire avant 60 degrés, le test est considéré comme positif. Pour confirmer qu'il s'agit bien d'une radiculalgie, le test de Bragard est fait également. À l'angulation du signe de Lassègue, le thérapeute redescend légèrement la jambe du patient de manière à diminuer la douleur. Dans cette position, une hyperflexion dorsale passive du pied du patient est exercée. Si celle-ci déclenche à nouveau les douleurs, cela confirme la radiculalgie. Il est maintenant connu que la nutrition du disque est étroitement liée à son hydratation. Pour l'ostéopathe, augmenter l'hydratation discale est donc une priorité telle que le définit la règle de l'artère. Pour améliorer l'hydratation, il faut créer à l'intérieur du disque une pression négative. Cette pression intrinsèque négative pourrait non seulement améliorer l'hydratation du disque, mais également réduire les bombements et hernies discales. La décompression neurovertébrale a cet objectif, ce qui pourrait être démontré par une amélioration des mesures du test de Lassègue. Le but de cette étude est une tentative d'objectivation de l'efficacité de la décompression neurovertébrale par une amélioration du test de Lassègue. Ont été sélectionnés comme sujet pour cette étude des adultes présentant une lombalgie ou sciatalgie sensitive uniquement sur base d'un bombement ou d'une hernie discale lombaire avec une situation clinique stable. Par contre, ont été exclus de l'étude les sujets de moins de 18 ans, les cas de lésions structurelles ou chirurgicales du rachis lombaire, les situations avec hernie discale extruse, les personnes avec des troubles neuromoteurs, les patients déjà en traitement par des techniques de décompression et les cas présentant des situations cliniques instables et inexpliquées. 15 personnes ont participé à cette étude. Pour 3 d'entre elles, le signe de Lassègue n'était pas présent. Une autre présentait une situation clinique variable sans explication. 11 sujets ont été inclus et ont participé à l'étude jusqu'à la fin. Le protocole de l'étude s'est déroulé en 2 étapes. Le premier jour, toutes les informations sur l'étude ont été expliquées aux participants et les informations cliniques du sujet récoltées. Le document de consentement éclairé rempli et signé, un premier test de Lassègue, confirmé par le test de Bragard, est mesuré, donnant une première mesure de référence T0. Lors de la seconde rencontre, espacée de plusieurs jours de la première, une seconde mesure du Lassègue est prise et nommée T1. Ensuite, une manœuvre de décompression neurovertébrale à plat est pratiquée et maintenue durant 1 minute 30. Directement après, une troisième mesure du Lassègue est reprise. T2. Au total, 3 mesures d'angulation, T0 et T1 prises avant la manœuvre de décompression et T2 prises après, sans aucune autre intervention. Il est observé que la variation moyenne entre T0 et T1 est de moins 3,3 degrés, alors que celle entre T1 et T2 est de 13,2 degrés positifs. Sur ce tableau reprenant toutes les mesures, l'évolution entre T1 et T2 est bien visible. Pour les calculs statistiques, du fait du petit échantillon de sujets,
Les tests de normalité appliqués sont le Shapiro-Wilk pour la première variable entre T0 et T1 et le post-hoc pour la seconde variable entre T0 ou T1 par rapport à T2. Les résultats de ceux-ci permettant de choisir respectivement le test de corrélation T de Student et celui de Bonferroni. Ces tests montrent dans un premier temps que la variable entre T0 et T1 est non significative, cette variable est donc normale. Par contre, la variable entre T0 ou T1 par rapport à T2 est-elle significative? Les calculs statistiques montrent que la manœuvre de décompression a bien influencé l'évolution des mesures du LASEG. En conclusion, l'amélioration du test de LASEG est en faveur d'une réduction relative de l'irritation des racines nerveuses par la déformation du disque, autrement dit une réduction de l'hernie discale. Les statistiques montrent que c'est l'application de la manœuvre de décompression qui a influencé le LASEG. Les manœuvres de décompression ont bien créé une pression négative au sein du disque. La réduction de l'hernie est en conséquence directe de cette dépression. Celle-ci favorisant également l'hydratation discale, synonyme de nutrition. Les techniques de décompression neurovertébrale sont donc intéressantes pour améliorer l'hydratation du disque et la réduction des hernies. Au départ de cette étude, les questions qui se posaient étaient de savoir si la décompression neurovertébrale fonctionne et si elle ne serait pas un outil utile pour l'ostéopathe. La conclusion des résultats obtenus sur 7 échantillons semble clairement valider cette hypothèse. Ces manœuvres de décompression, dont l'efficacité a été montrée par leurs effets sur les bombements ou hernies discales, favorisent également la nutrition du disque, répondant parfaitement à la règle de l'artère définie par Steele. Ces manœuvres rentrent dès lors parfaitement dans les critères des outils intéressants pour la pratique ostéopathique.